Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître super complexe, l'apprentissage automatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comment une machine peut apprendre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Et promis, on va tout décomposer, simplement, pour que ce soit limpide pour tout le monde, même si on n'y connaît rien en sciences. D'ailleurs, pour les plus curieux, ou si des questions apparaissent en cours de route, tout est prévu. Il y a un chat et plein de ressources dans la description. N'hésitez pas. Alors, cette fameuse question, une machine peut-elle vraiment apprendre? C'est un peu la question à millions, hein. C'est le cœur même de l'intelligence artificielle. Et on va voir que la réponse est bien plus intuitive et franchement plus bluffante qu'on ne le pense. Bon, pour bien comprendre tout ça, voilà notre feuille de route. On va d'abord parler de l'IA et de l'apprentissage par les données. Ensuite, on verra les 4 grands piliers de l'IA, puis on plongera dans le fameux réseau de neurones. On regardera comment un neurone fonctionne, et enfin, comment tout ça s'assemble pour que la machine apprenne. C'est parti, on commence par le début. Allez, on y va. L'IA et l'apprentissage à partir des données. Commençons par la grande question. C'est bien beau de dire qu'une machine apprend, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, l'apprentissage automatique, c'est une facette de l'intelligence artificielle où, au lieu de donner des instructions précises à un ordinateur, on le laisse apprendre par lui-même. Un peu comme un enfant qui apprend à reconnaître un chat en voyant plein. On lui fournit une montagne de données et l'ordinateur se débrouille pour y trouver des logiques, des schémas, pour pouvoir ensuite faire des prédictions ou des choix tout seul. Et il y a plusieurs manières de lui apprendre. Soit on supervise son apprentissage, on lui montre des images de chats en lui disant « ça, c'est un chat ». Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Soit on lui donne un tas de photos d'animaux en vrac et on lui dit « débrouille-toi, trouve des groupes ». Ça, c'est le non supervisé. Et puis, il y a l'apprentissage par renforcement. La machine fait des essais, elle se trompe, elle réussit et elle apprend de ses erreurs, un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Ce sont vraiment les 3 grandes approches. Ok, mais pour que toute cette magie opère, il faut bien sûr des ingrédients de base. C'est ce qu'on appelle les 4 piliers de l'IA. On va voir que sans l'un d'eux, tout s'écroule. Alors, quels sont ces fameux piliers? Premièrement, les données, c'est le carburant. Deuxièmement, les algorithmes, c'est la recette de cuisine. Troisièmement, la puissance de calcul, c'est le four ultra performant. Et enfin, quatrièmement, l'expertise humaine, c'est le chef cuisinier. Sans le chef, pas de grand plat. Le premier pilier, donc, les données. C'est simple, sans données, pas d'apprentissage. Et des données, aujourd'hui, on en a, disons, beaucoup. Regardez ce chiffre. 44 zeta-octets. Ça, c'était la taille de l'univers numérique mondial en 2020. Pour se donner une idée, un zeta-octet, c'est 1 milliard de téraoctets. Bref, c'est une quantité d'informations qui dépasse l'entendement. Et c'est là-dedans que les machines vont piocher pour apprendre. Bon, avoir des données, c'est bien, mais il faut pouvoir les analyser. C'est le deuxième pilier, la puissance de calcul. Et là, l'évolution est vertigineuse. Pensez-y une seconde. L'ordinateur de la mission Apollo 11, celui qui a permis d'aller sur la Lune. Eh bien, n'importe quel smartphone moderne est des milliers de fois plus puissant. C'est absolument dingue quand on y pense. Cette explosion de la puissance de calcul a tout rendu possible. Et enfin, le pilier qui lie tout le reste, l'humain. L'expertise humaine. Il ne faut jamais l'oublier. L'IA, ce n'est pas de la magie, c'est un outil. Et derrière cet outil, il y a des experts, des ingénieurs, des chercheurs qui collectent les données, qui choisissent la bonne recette, l'algorithme, et qui surtout vérifient que les résultats ont du sens. La machine ne fait rien toute seule. Alors, maintenant qu'on a nos 4 piliers en place, on va pouvoir s'intéresser à l'une des recettes les plus populaires et les plus puissantes, le réseau de neurones. Et ce qui est incroyable avec cette méthode, c'est qu'elle est directement inspirée de l'objet le plus complexe de l'univers connu, notre cerveau. Qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Imaginez plein de petits calculateurs, qu'on appelle des neurones artificiels. Ils sont organisés en couches, et chaque neurone d'une couche est connecté à ceux de la couche suivante. Ils se parlent entre eux pour, petit à petit, trouver des liens cachés dans les données. C'est un outil hyper puissant, utilisé pour tout un tas de choses, de la reconnaissance faciale à la traduction automatique. Et la structure est assez simple à visualiser. Il y a une couche d'entrée, par où les données arrivent, pensez aux pixels d'une image par exemple. Ensuite, il y a une ou plusieurs couches cachées, c'est là que toute la cuisine se fait, les calculs, les analyses. Et enfin, il y a la couche de sortie qui nous donne le résultat. Par exemple, chat ou chien. Et des exemples, il y en a partout autour de nous. Quand on déverrouille son téléphone avec son visage, hop, réseau de neurones. Quand une application de musique nous recommande un nouveau morceau, pareil. Pour prédire la météo, pour aider au diagnostic médical, pour filtrer les spams, les réseaux de neurones sont devenus un peu les petites mains invisibles du monde numérique.
D'accord. Mais si on regarde à la loupe, à l'intérieur d'un seul de ces neurones artificiels, comment ça se passe? On va voir que le principe de base est en fait un calcul mathématique tout bête. Alors, première étape, le neurone reçoit des informations de la couche d'avant. Chacune de ces infos a un poids, une sorte de coefficient d'importance. Le neurone multiplie chaque entrée par son poids, il additionne tout ça et il ajoute un petit truc en plus qu'on appelle un biais. C'est juste un chiffre qui permet d'ajuster le résultat, de le décaler un peu si besoin. C'est tout. Une simple multiplication-addition. Et la deuxième étape, c'est l'activation. Le résultat du calcul qu'on vient de faire, il passe à travers un filtre. C'est la fonction d'activation. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un interrupteur. Si le résultat dépasse un certain seuil, le neurone s'allume, il s'active et envoie un signal on à la couche suivante. Si le résultat est trop faible, il reste éteint, il envoie off. C'est ce qui permet au réseau de prendre des décisions. Voilà, on a compris ce qui se passe dans un seul neurone. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que des millions de ces petits interrupteurs apprennent à s'ajuster tous ensemble pour donner la bonne réponse? C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, le processus d'apprentissage. En fait, c'est une boucle. Au tout début, tous les poids et les biais sont réglés au pif, de manière totalement aléatoire. Le réseau ne sait rien. On lui donne une image de chat, il va nous répondre « chien ». Forcément, il se trompe. On calcule à quel point il s'est trompé, c'est l'erreur. Et c'est là que ça devient génial. On utilise cette erreur pour revenir en arrière et ajuster légèrement tous les petits poids de tous les neurones, pour que la prochaine fois, l'erreur soit un tout petit peu plus faible. Et on recommence. Encore et encore. Des milliers, des millions de fois. À chaque fois, le réseau s'affine, il s'ajuste jusqu'à devenir incroyablement bon. C'est exactement ce que résume cette citation d'un passionné. J'ai construit un réseau de neurones à partir de zéro et ça m'a plus appris que 10 tutoriels. Parce que quand on met les mains dedans, on comprend vraiment que derrière le mot intelligence artificielle, il y a des mécanismes logiques, mathématiques. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Et comprendre cette méthode, c'est la clé pour ne plus en avoir peur et pour saisir tout ce que ça peut nous apporter. Donc oui, les machines peuvent apprendre. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse, une question pour nous les humains. Maintenant qu'on peut leur apprendre presque n'importe quoi, qu'est-ce qu'on doit leur apprendre? Quels objectifs? Quelles limites? C'est une conversation essentielle qu'on doit avoir tous ensemble, parce que les réponses qu'on y apportera vont façonner notre avenir. Merci d'avoir suivi, et la réflexion est ouverte.